Salut à tous. L'Iran a déclaré qu'il était en voie de se doter d'une bombe atomique. En ce moment, nous sommes pris entre la diplomatie et l'escalade, et le piège stratégique entre Washington et Téhéran commence à se refermer. Les gardiens de la révolution se préparent-ils à une reprise de la guerre? L'Iran indique clairement qu'il n'y aura aucun compromis sur le détroit d'Ormuz. L'Iran est prêt à reprendre la guerre. Et, en même temps, il s'équipe de centaines de missiles chinois. Les gardiens de la révolution devraient recevoir des systèmes chinois de défense aérienne d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ainsi, pendant que l'Iran se prépare à une guerre totale, les États-Unis reprennent l'offensive. Et un plan d'urgence américain ultra secret est-il sur le point de déclencher une opération meurtrière dans les montagnes iraniennes? La diplomatie est apparemment toujours sur la table, même si cette table semble désormais entourée de missiles, de navires de guerre et de plusieurs personnes qui mesurent discrètement les rideaux en prévision de la prochaine crise. Israël met au jour un nouveau front au Moyen-Orient. Un nouveau mandataire iranien est apparu dans notre voisinage et travaille avec les Houthis du Yémen. Voici tout ce que l'on sait sur les nouveaux drones qui attaquent les États du Golfe, ainsi qu'Israël. L'Iran veut exercer un contrôle total sur le détroit d'Ormuz et rejette la proposition d'Oman. Dans ce théâtre régional, chaque acteur affirme que la porte reste ouverte tout en y ajoutant soigneusement une autre serrure. Au même moment, la Grande-Bretagne et la France ne sont pas prêtes, à ce stade, à se joindre à l'initiative de l'administration Trump visant à établir une force opérationnelle maritime internationale dans le détroit d'Ormuz. Dans la lutte contre l'Iran et la Russie en mer Caspienne, l'Ukraine construit un vaste front et signale à Israël qu'elle se tient à ses côtés. La coalition est vaste dans les discours, plus étroite dans les réunions, et parfois invisible lorsqu'il faut réellement faire sortir les navires du port. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Iran, il n'y a ni eau ni électricité et l'armée a faim. L'heure finale du régime approche. La tromperie iranienne est en train d'être dévoilée. Derrière la panique, Téhéran se dirige vers son dernier été. Un régime peut promettre une grandeur stratégique, mais même la grande histoire devient embarrassante lorsque les lumières s'éteignent et que les robinets ne produisent plus que des discours. Les relations entre les États-Unis et l'Iran ont atteint un point d'ébullition historique, bien que, sur le plan technique, des efforts soient toujours en cours pour éviter une dérive vers une guerre totale. Dans les faits, une confrontation sur plusieurs fronts se déroule entre les deux pays. Cette lutte se déploie simultanément sur plusieurs fronts. L'avancement du programme nucléaire iranien, le soutien de Téhéran aux organisations mandataires dans tout le Moyen-Orient, ainsi que les attaques réciproques dans les domaines maritimes et aériens. Voilà à quoi ressemble la diplomatie lorsqu'elle est habillée par un comité de généraux. On l'appelle toujours diplomatie, mais elle transporte beaucoup plus de bagages. L'administration à Washington se retrouve face à un piège particulièrement complexe. D'un côté, les États-Unis sont engagés envers la sécurité de leurs alliés dans la région et envers la promesse que l'Iran n'obtiendra pas d'armes nucléaires. De l'autre, la population américaine et les dirigeants veulent éviter autant que possible une nouvelle guerre au Moyen-Orient. L'option diplomatique pourrait retarder l'enrichissement de l'uranium si les parties revenaient aux accords existants ou formulaient un nouvel accord. Mais les critiques soutiennent qu'une telle mesure donnerait à l'Iran une marge de manœuvre économique et le rapprocherait du statut d'État au seuil nucléaire. Washington veut de la fermeté sans guerre, de la dissuasion sans escalade et un accord qui ressemble à une victoire avant même que quiconque l'ait signé. Une liste de souhaits bien modeste, naturellement. Le calme relatif qui caractérisait la région ces derniers jours a été brisé aujourd'hui. Mercredi, le commandement central des États-Unis a annoncé que les gardiens de la révolution avaient lancé plusieurs missiles balistiques depuis l'Iran en direction de la Jordanie. La cible était les forces américaines qui y sont stationnées. Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès. Après l'attaque, des responsables américains ont déclaré que l'Iran paierait pour cela. L'expression « ils vont payer » demeure l'une des monnaies les plus durables de la politique internationale, acceptée partout et sans valeur nulle part jusqu'à ce que la facture arrive. Au même moment, l'armée américaine et les forces saoudiennes ont attaqué durant la nuit des sites logistiques appartenant à des milices pro-iraniennes en Irak. Selon le communiqué, les cellules avaient été dirigées par les gardiens de la révolution.
Elles avaient reçu l'ordre d'attaquer les forces américaines ainsi que les infrastructures énergétiques saoudiennes. Les milices en Irak rapportent que 8 personnes ont été tuées. Selon les évaluations, ces mêmes milices seraient également responsables du lancement des drones interceptés ces derniers jours par les forces de défense israéliennes le long de la frontière orientale d'Israël. Une fois de plus, l'Irak sert de table sur laquelle d'autres puissances règlent leurs comptes, sans que personne ne pense à demander à qui appartiennent les meubles. Avant les attaques en Irak, l'Arabie saoudite avait annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit plusieurs aéronefs sans pilote qui tentaient de frapper des installations pétrolières dans la province orientale du pays. Pendant ce temps, Mohammad Marandi, proche de l'équipe de négociation iranienne, a écrit sur son compte X « L'Iran est entièrement prêt à faire la guerre à toutes les échelles. » Au même moment, les gardiens de la Révolution ont rapporté avoir attaqué 3 pétroliers dans le détroit d'Ormuz, après que selon eux, les navires eurent ignoré les avertissements. Déclarer sur les réseaux sociaux qu'on est entièrement prêt à faire la guerre est l'équivalent moderne d'entrer dans un duel après avoir d'abord vérifié si l'éclairage est avantageux. La crise dans le détroit d'Ormuz se poursuit et l'Iran indique clairement que, de son point de vue, il n'est pas question de revenir à la situation qui existait avant la guerre. Téhéran affirme explicitement être prêt à reprendre la guerre si toutes ces exigences ne sont pas acceptées. Au même moment, les États-Unis accusent l'Iran de présenter des demandes déraisonnables dans les négociations entourant l'avenir du détroit. Parallèlement à tout cela, Trump est profondément déçu par le refus des pays européens de l'aider. Tout le monde est favorable au compromis, à condition que le compromis consiste à voir l'autre camp accepter toutes les exigences avec gratitude. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a annoncé tôt ce matin qu'il avait attaqué avec l'armée saoudienne des cibles appartenant à des milices pro-iraniennes dans l'est de l'Irak, en réponse à plus de 30 attaques de drones menées au cours des 72 dernières heures contre les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. Quelques heures auparavant, l'armée américaine avait annoncé que les gardiens de la Révolution avaient lancé plusieurs missiles balistiques vers une base américaine en Jordanie. Le communiqué indiquait que tous les missiles iraniens avaient été interceptés avec succès et que les forces américaines demeuraient vigilantes et continuaient d'être en état d'alerte élevé. Des responsables jordaniens ont confirmé que 5 cibles lancées depuis l'Iran avaient été interceptées. Les gardiens de la Révolution ont également confirmé que leurs forces avaient attaqué 3 pétroliers qui, selon eux, naviguaient sur un itinéraire interdit dans le détroit d'Ormuz. À ce stade, on ignore si des dommages ont été causés. Lorsque 3 pétroliers deviennent un message, le droit maritime commence à ressembler à une note glissée sous une porte avec de la fumée qui s'échappe de l'enveloppe. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré le président Donald Trump. Contrairement aux sombres prédictions d'une confrontation et d'une rupture entre Netanyahou et Trump, la rencontre s'est en réalité très bien déroulée à la Maison-Blanche. Elle était ciblée et coordonnée autour de questions pratiques. Il s'agissait d'une réunion de travail à laquelle participaient de hauts responsables de l'administration américaine. Les partis ont formulé un plan pour l'avenir. Aucune demande de changement majeur n'a été formulée concernant Gaza, le Liban ou la Syrie, et l'objectif commun est demeuré au centre: empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Une réunion sans dispute publique est maintenant considérée comme un triomphe diplomatique, ce qui en dit long sur les standards charmants de modestie de notre époque. De plus, Netanyahou a présenté au président Trump de nouveaux renseignements concernant les développements au mont Pikak. De hauts responsables israéliens ont déclaré que Jérusalem observait un processus de reconstruction iranien très important avec l'aide de pays étrangers. Un responsable américain a indiqué que la question était également connue grâce à des renseignements internes américains et pas seulement grâce aux services israéliens. Plus tôt, Trump avait abordé la question iranienne dans une entrevue accordée à Fox News et souligné que le mont Pikak ne constituait pas un problème majeur. Mais entre-temps, depuis le cessez-le-feu qui n'a pas tenu, les gardiens de la Révolution se sont réarmés à plusieurs reprises. Nous en voyons maintenant les résultats. La montagne ne peut être pas un problème majeur, bien sûr, de la même manière que la fumée n'est pas un incendie, mais seulement son service des relations publiques.
Le président des États-Unis a menacé Pékin et Moscou, affirmant que s'ils vendaient des armes à Téhéran, ce serait très mauvais pour eux. Mais selon certaines informations, la Chine a l'intention de transférer jusqu'à 400 systèmes de défense aérienne à courte portée à l'Iran. La valeur de l'entente est estimée à environ 70 millions de dollars. Oui, je suis sérieux. Les grandes puissances transmettent souvent leurs avertissements en public et leurs factures en privé, les deux documents étant soigneusement estampillés stabilité stratégique. L'Iran devrait recevoir des centaines de missiles chinois tirés à l'épaule d'une valeur d'environ 70 millions de dollars dans le but de renforcer la protection des installations stratégiques et des infrastructures énergétiques. Selon certaines informations, l'Iran devrait recevoir dans les prochaines semaines une première livraison de centaines de systèmes chinois de défense aérienne. L'entente comprend entre 300 et 400 missiles tirés à l'épaule des modèles QW-12 et FN-6 et sa valeur est estimée entre 60 et 70 millions de dollars. Les derniers mois de combat ont révélé des lacunes dans la capacité de Téhéran à défendre ses installations militaires et ses infrastructures stratégiques contre des avions modernes et des munitions guidées de précision. L'entente a été signée avec Zhongping Bushang International Investment, une entreprise de Hong Kong agissant comme intermédiaire entre Téhéran et le fournisseur chinois. Malgré les informations détaillées, le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté ces affirmations en les qualifiant de sans fondement, tout en soulignant que la Chine travaillait à promouvoir la paix dans cette région. La paix, semble-t-il, est devenue un produit remarquablement polyvalent, parfois expédié dans des caisses dont il vaut mieux ne pas inspecter le contenu de trop près. L'entente, révélée dans le contexte de la confrontation militaire avec les États-Unis, est mise en œuvre par l'intermédiaire d'une entreprise de Hong Kong et comprend des systèmes mobiles destinés à intercepter des drones et des hélicoptères. L'armée pakistanaise a également fermement nié toute participation à l'itinéraire d'approvisionnement. Selon le plan initial, l'équipement doit être transporté par avion depuis l'ouest de la Chine, puis transité par le Pakistan avant d'arriver en Iran. Lorsque chaque pays nie l'existence de l'itinéraire, on peut presque entendre la cargaison se féliciter de voyager sans passeport. Je veux préciser une chose très clairement. Je sais que les missiles tirés à l'épaule peuvent sembler modestes, mais leur importance réside précisément dans leur capacité et leur mobilité. Contrairement aux batteries fixes de défense aérienne, qui sont exposées aux attaques, de petites équipes peuvent rapidement transporter ces missiles et les positionner près de champs pétroliers, de centrales électriques et de bases militaires. Il s'agit d'un système relativement simple, mais il peut compliquer les opérations des avions, des hélicoptères et des drones volant à basse altitude. Dans le domaine militaire, l'expression relativement simple signifie souvent assez peu coûteux pour être multiplié et assez gênant pour ruiner un plan très dispendieux. En plus de tout cela, la Russie envoie à l'Iran 20 avions Sukhoi modernes. Moscou a terminé la production du premier lot de plusieurs dizaines d'avions de chasse modernes destinés à Téhéran dans le cadre d'une entente massive de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'un changement spectaculaire qui devrait transformer le visage de la guerre aérienne au Moyen-Orient et pourrait représenter un défi sans précédent pour nos forces aériennes. Rien ne rassure davantage une région sous tension qu'une nouvelle livraison de plusieurs milliards de dollars décrite comme une contribution à l'équilibre. L'Iran a activé ses milices pro-iraniennes en Irak afin qu'elles attaquent les champs pétroliers et gaziers de l'Arabie Saoudite. En Israël, on estime de plus en plus que les 4 drones interceptés ces derniers jours par les forces de défense israéliennes au-dessus du mont Hermon, ainsi que 3 autres au-dessus de la mer Morte, ont tous été lancés depuis l'Irak sous la direction de l'Iran. Téhéran a rejeté la proposition d'Oman concernant une gestion régionale du détroit d'Ormuz, faisant ainsi dérailler des négociations qui progressaient vers une solution temporaire. Selon les exigences iraniennes, la totalité de la voie d'entrée dans le détroit ainsi qu'une partie de la voie de sortie doivent être placées sous le contrôle de l'Iran. Au cours des dernières semaines, Téhéran a continué de menacer les États-Unis et les pays qui soutiennent leurs efforts de guerre. Téhéran semble favoriser la gestion régionale de la même main. À la suite d'une attaque ukrainienne contre un navire iranien transportant des armes en mer Caspienne durant la fin de semaine, l'Ukraine a également été ajoutée à cette liste.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé Kiev de tenter d'élargir la guerre en Ukraine et a déclaré que son approche envers l'Iran était hostile et complètement irrationnelle. Le président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien a promis que cette action ne resterait pas sans réponse. Il a souligné que chaque attaque contre l'Iran avait un prix. Pour l'instant, Kiev semble refuser de se laisser intimider par ces menaces. Les Ukrainiens n'ont pas peur. Dans ce conflit, chaque action a un prix, chaque avertissement a un écho, et personne ne semble encore avoir trouvé la caisse. Les relations avec l'Iran étaient tendues avant même l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Après que Téhéran est devenu un important fournisseur de drones pour l'armée russe, les Ukrainiens ont accusé l'Iran de participer directement à la guerre menée contre eux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu aux menaces iraniennes en déclarant que l'Iran avait, dans les faits, déjà attaqué l'Ukraine. Il apparaît maintenant que l'Iran avait envisagé de lancer une attaque de missiles contre une ville portuaire ukrainienne en réponse à l'attaque de Kiev contre un navire iranien. Mais d'intenses efforts diplomatiques ont réussi à apaiser les tensions, du moins pour l'instant. Selon des responsables du renseignement, tout lancement de missiles depuis l'Iran vers le territoire ukrainien aurait pu provoquer une escalade spectaculaire et déclencher une guerre beaucoup plus vaste. L'expression « du moins pour l'instant » est le ruban diplomatique placé autour d'un colis dont tout le monde soupçonne qu'il peut encore exploser. Les relations entre les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne continuent également de se détériorer. La Grande-Bretagne et la France ne sont pas prêtes à ce stade à se joindre à l'initiative de l'administration Trump visant à établir une force opérationnelle maritime internationale dans le détroit d'Ormuz. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a soulevé cette idée lors d'une conversation avec son homologue britannique, conversation axée sur le recrutement d'alliés afin de renforcer la sécurité maritime. Selon des responsables européens, l'une des raisons de cette hésitation est le sentiment de frustration envers l'administration Trump, qui n'avait pas informé ses alliés à l'avance avant de commencer les attaques en Iran. Ils ne se précipitent donc pas pour participer à une nouvelle opération. Les alliés aiment être consultés avant une guerre, pas simplement y être présentés après le premier acte. Pendant ce temps, dans la lutte contre l'Iran et la Russie en mer Caspienne, l'Ukraine construit un vaste front. Téhéran et Moscou tentent d'établir leur contrôle sur la mer Caspienne en tant que voie centrale pour le transport de biens et d'armes. Kiev renforce ses liens avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. L'attaque contre le navire iranien visait à servir d'avertissement et à signaler aux États-Unis que l'Ukraine demeure nécessaire dans la campagne plus large contre l'axe du mal. Même les tirs d'avertissement arrivent maintenant accompagnés d'un curriculum vitae expliquant poliment pourquoi leur auteur demeure indispensable. Il existe également des détails spectaculaires concernant un plan secret élaboré par le Pentagone. Il s'agit d'un plan d'urgence sans précédent visant à envoyer des milliers de combattants d'élite afin de prendre le contrôle, par la force et le feu, des stocks d'uranium et des matières radioactives et d'empêcher complètement Téhéran d'achever son projet d'armes nucléaires. Il a également été révélé que le président Trump avait annulé l'invasion au dernier moment. Un plan secret devient particulièrement impressionnant une fois que tout le monde sait qu'il existait, surtout lorsque son plus grand succès est de ne pas avoir été utilisé. Moins de 2 heures ont séparé le lancement de missiles iraniens vers les forces américaines en Jordanie et la série de frappes conjointes américano-saoudiennes dans l'est de l'Irak. Les défenses jordaniennes ont intercepté 5 missiles balistiques, puis des avions américains et saoudiens ont frappé les centres logistiques, les dépôts d'armes et les positions des milices qui tentaient de mener les attaques au nom de l'Iran. S'agit-il d'un échange limité ou du premier mouvement d'un nouveau cycle de guerre régionale ? Le commandement central des États-Unis affirme que les frappes ont suivi plus de 30 attaques de drones menées en 72 heures contre les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. Un échange limité est ce que les responsables appellent une escalade tant qu'elle demeure assez petite pour tenir dans une conférence de presse. Le dernier bilan irakien rapporté s'élève à au moins 20 morts et 32 blessés, même si les chiffres provenant des zones contrôlées par les milices peuvent changer très rapidement.
Le gouvernement irakien a convoqué une réunion d'urgence sur la sécurité parce que son territoire sert de nouveau à la fois de corridor de lancement et de champ de bataille. Pour l'Irak, la souveraineté ressemble de plus en plus au hall d'un hôtel que des visiteurs armés traversent sans s'enregistrer. Ce corridor importe également pour Israël. Les responsables israéliens de la défense examinent la possibilité que 4 drones interceptés près du mont Hermon et 3 autres près de la mer mortes aient été lancés depuis l'Irak sous la direction de l'Iran. Israël n'a pas annoncé de conclusion définitive. Les aéronefs étaient de fabrication iranienne, transportaient des ogives et se sont approchés à basse altitude en suivant des trajectoires conçues pour réduire leur exposition au radar. Un drone qui suit les vallées et les plis du terrain peut obliger la Jordanie, Israël, l'Arabie Saoudite et les forces américaines à se coordonner entre eux en quelques minutes. Cela peut révéler les portées de détection. Cela peut montrer les temps de réaction sans le coût d'un barrage massif. Les milices n'ont pas besoin d'atteindre chaque cible pour fournir à l'Iran des renseignements utiles. Une attaque ratée peut tout de même réussir en tant qu'opération de reconnaissance, ce qui constitue le genre de comptabilité que seule la stratégie militaire peut présenter sans sourire. Téhéran reconstruit également ses défenses aériennes avec des armes mobiles. L'Iran devrait recevoir entre 300 et 400 systèmes chinois tirés à l'épaule, notamment des missiles QW et FN-Size. La valeur de l'entente est estimée entre 60 et 70 millions de dollars et celle-ci aurait été organisée par l'intermédiaire de Hong Kong. La première livraison pourrait donc arriver dans quelques semaines. L'itinéraire rapporté commence à Urumqi, dans l'ouest de la Chine, et se poursuit par le Pakistan, tandis que les planificateurs examinent également des routes terrestres plus discrètes. La Chine affirme que l'information est entièrement sans fondement et le Pakistan nie l'existence de tout itinéraire. L'entente a été décrite par des sources connaissant la transaction, mais elle n'a pas été officiellement annoncée par les gouvernements concernés. Ces missiles guidés par infrarouge sont conçus pour viser les avions volant à basse altitude, les hélicoptères et les drones. Une petite équipe peut déplacer un lanceur, le cacher près d'un champ pétrolier, d'une centrale électrique, d'une base aérienne ou d'une installation nucléaire, tirer, puis se déplacer. Ces armes n'arrêteront pas les bombardiers à haute altitude ni les avions furtifs, mais elles peuvent compliquer les missions d'hélicoptères, la reconnaissance par drone et les approches à basse altitude vers des cibles sensibles. L'arme n'a pas besoin de dominer le ciel. Il lui suffit parfois de faire en sorte que chaque pilote se méfie du sol. La Russie participe aux mêmes efforts de reconstruction. Selon certaines informations, les 20 premiers chasseurs Sukhoi Su-30, 5 destinés à l'Iran, ont été achevés, mais demeurent en Russie pendant que les bases iraniennes sont adaptées. Moscou et Téhéran n'ont pas publiquement confirmé le transfert. Même si les avions arrivent, la formation, l'entretien, les armes et la doctrine de combat prendront du temps. Le Su-35 non furtif n'efface pas l'avantage des avions israéliens et américains de 5e génération. Un avion de chasse peut arriver rapidement sur papier, mais les pilotes, les mécaniciens, la doctrine et la réalité sont moins impressionnés par les communiqués de presse. La question nucléaire est directement liée à la bataille pour le détroit d'Ormuz. Oman a proposé un mécanisme de gestion régionale comprenant des paiements volontaires pour les services de navigation, la protection de l'environnement et les opérations de recherche et de sauvetage. Le modèle s'inspirait de la coopération dans le détroit de Malacca et visait à inclure l'Iran sans reconnaître une propriété iranienne sur un passage international. Téhéran a rejeté cet équilibre. Les responsables iraniens ont exigé un contrôle complet de la voie de navigation entrante et le contrôle d'une partie de la voie sortante. Ils ont également indiqué clairement que les revenus faisaient partie de l'objectif. Si Oman rejette la formule iranienne, Téhéran affirme que le détroit peut rester fermé et que les combats peuvent reprendre. L'offre est simple, accepter volontairement le contrôle iranien ou découvrir à quel point la fermeture peut devenir volontaire. Les gardiens de la révolution affirment que 3 pétroliers ont été attaqués ou immobilisés après être entrés dans un itinéraire que l'Iran avait déclaré dangereux ou illégal. L'état des navires et des équipages n'a pas été établi de manière indépendante. L'objectif demeure visible. L'Iran tente d'amener les capitaines de navires commerciaux à agir, comme si Téhéran avait déjà le pouvoir d'imposer les itinéraires, de punir les infractions et de décider qui peut passer. L'autorité est parfois proclamée par la loi.
et parfois en plaçant suffisamment de danger dans l'eau pour que tout le monde commence à obéir avant même que la loi existe. Washington rejette les frais de transit obligatoires et qualifie les exigences iraniennes de déraisonnables. La Grande-Bretagne et la France soutiennent la liberté de navigation et avaient précédemment exprimé leur volonté d'appuyer une mission multinationale. Cependant, les informations actuelles indiquent qu'elles ne sont pas prêtes à participer à une opération offensive ou à une patrouille immédiate dirigée par les États-Unis sans un cessez-le-feu durable, un mandat juridique clair et une entente sur la mission. Cette hésitation donne du temps à l'Iran mais ne lui accorde aucune reconnaissance. Les compagnies maritimes, les assureurs et les commandants navals ont toujours besoin d'un corridor fonctionnel. Le débat ne concerne pas seulement la réouverture de la voie maritime. Il s'agit de déterminer si le nouveau système demeurera international ou s'il récompensera l'Iran en lui accordant une autorité permanente après qu'il a eu recours à la force. Le détroit est international en principe, contesté dans les faits et extrêmement coûteux dès que les assureurs se joignent à la conversation. Le conflit s'étend également vers le nord, en mer Caspienne. L'Ukraine affirme avoir frappé des navires participant au transport de cargaisons militaires entre l'Iran et la Russie. L'Iran affirme qu'un navire commercial iranien a été touché, tuant un marin et en blessant un autre, et avertit que cette attaque ne peut rester sans réponse. L'Iran aurait envisagé une frappe limitée de missiles balistiques contre un port ukrainien de la mer Noire en utilisant une ogive plus petite comme message politique. Les contacts diplomatiques semblent avoir réduit le danger immédiat, mais cette menace montre à quel point les guerres sont étroitement liées. L'Ukraine considère les drones iraniens comme des armes ayant déjà tué des Ukrainiens. L'Iran considère les attaques contre la route de la mer Caspienne comme une participation directe à la campagne menée contre Téhéran. Les guerres sont maintenant reliées comme les pièces d'un vieux palais. On ouvre une porte et un autre conflit attend déjà derrière. À l'intérieur de l'Iran, le régime reconstruit sa puissance militaire alors que les systèmes essentiels sont soumis à de fortes pressions. Les pénuries d'électricité, les problèmes d'approvisionnement en eau, la pression sur les réserves de carburant, les pénuries de médicaments et la forte inflation deviennent plus dangereuses pendant la chaleur estivale. Ces problèmes ne renversent pas automatiquement un gouvernement, mais ils engloutissent de l'argent, réduisent la patience de la population et rendent une longue guerre plus difficile à soutenir. Un État peut rationner l'électricité plus facilement que le mécontentement, même si de nombreux gouvernements continuent de mettre cette théorie à l'épreuve. La pression atteint également l'appareil de sécurité. Les gardiens de la révolution sont prioritaires, tandis que les forces régulières, les responsables locaux et le personnel de rang inférieur absorbent davantage de dommages économiques. Ce déséquilibre devient important si les manifestations prennent de l'ampleur, car le régime dépend de ces institutions pour surveiller les sites nucléaires, protéger les infrastructures, réprimer les troubles et maintenir le fonctionnement des lignes d'approvisionnement militaire. La loyauté est souvent décrite comme n'ayant pas de prix, généralement par ceux qui s'attendent à ce que les autres la fournissent avec un salaire toujours plus réduit. La plus récente séance de travail à la Maison-Blanche comprenait de hauts responsables de la sécurité nationale et a maintenu l'objectif commun au centre des discussions, empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Washington et Jérusalem s'entendent sur cet objectif, mais le succès militaire doit encore être traduit en règles applicables. Inspection, contrôle de l'uranium enrichi, limite à la reconstruction et conséquences en cas d'attaque menée par des groupes mandataires. Détruire de l'équipement est spectaculaire. Créer des règles capables de survivre à la prochaine réunion constitue la difficulté la moins photogénique. Les frappes aériennes peuvent détruire de l'équipement. À elles seules, elles ne peuvent pas décider qui gouverne le détroit d'Ormuz, qui contrôle les installations souterraines iraniennes, ni si l'Irak demeurera une plateforme de lancement iranienne. L'Iran se reconstruit, met la coalition à l'épreuve et menace plusieurs fronts à la fois. Mais chaque nouvelle arme et chaque attaque menée par un groupe mandataire révèle également l'ampleur des pressions que le régime subit déjà. Le prochain mouvement débouchera-t-il sur un accord assorti de limites applicables ou obligera-t-il les États-Unis et Israël à reprendre une guerre beaucoup plus vaste ? Au bout du compte, tout le monde affirme vouloir empêcher une guerre plus vaste, tout en préparant soigneusement l'équipement nécessaire pour la déclencher. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous.
Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.